Donc le deuxième jour, il y a beaucoup de vent en fait ce jour-là et je continue à crier, à siffler, à faire tout ça. Donc il faut imaginer que j'ai, mon tonneau sous le bras gauche, mon sac à dos, derrière, un petit sac à dos devant et j'ai mon bear spray dans la main droite et la caméra que j'alterne avec le bear spray pour filmer de temps en temps. Et puis j'arrive, en haut de cette colline et je vois cette mère avec ses 2 petits et contrairement aux autres, parce que il y a eu 2-3 moments où j'ai rencontré d'autres grizzlies là, le premier jour, mais ils étaient loin et ils ont chargé 10-20 mètres et puis juste pour me dire: «Vas-y, va-t'en quoi, tu trop près» et voilà, je voyais que c'était vraiment une charge, où ils sont un peu mis sur les pattes arrière, ils ont humecté ils ont fait des mouvements et voilà, ils me prévenaient. Tandis qu'elle, elle l'a pas pris une seule seconde en fait. Elle s'est retournée, elle m'a vu et elle a couru directement sur moi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire parce que c'est tout nouveau, mais Spotify propose depuis quelques jours de mettre des notes au podcast. Donc si vous êtes utilisateur de la plateforme et que vous pouviez prendre quelques instants pour mettre une super note à Course Épique, ce serait déjà un peu Noël pour Course Épique et pour moi. Merci à tous d'avance si vous avez la possibilité de le faire. Votre soutien est toujours extrêmement précieux. Mais revenons-en maintenant à notre épisode du jour. À l'approche de cette fin d'année, je vous propose de vivre un épisode de course épique, pas tout à fait comme les autres. Nous allons à cette occasion quitter les sentiers balisés de course ou les routes bitumées que nous évoquons traditionnellement dans ce podcast pour vivre cette fois une aventure hors du commun. Anthony Verlaine, que vous connaissez peut-être sous le nom de French Aventurer sur Instagram, parcourt depuis près de 10 ans la planète de manière non motorisée, à pied, en kayak, en ski ou encore à vélo, à la recherche de nouveaux défis et de nouvelles terres à explorer. Personnalité aux multiples casquettes, de l'organisation de stages de survie à son statut de conférencier où il partage les principaux enseignements de ses expéditions, Anthony va nous faire vivre dans cet épisode sa traversée de 151 km dans le parc Denali en Alaska au contact des grizzlies. Une traversée sous haute tension, de la première à la dernière minute, durant laquelle Anthony n'a jamais eu l'occasion de baisser la garde. Vous l'aurez compris, vous allez vivre dans cet épisode un sacré shoot d'adrénaline. Mais je ne vous en dis pas plus, Anthony va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, face aux grizzlies. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Anthony, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Nous enregistrons cet épisode le 18 décembre, plus que 7 dodo avant Noël. Est-ce que ta liste au Père Noël est prête ? Salut Guillaume, merci de me recevoir. Avec plaisir. Ma liste au Père Noël, ouais, est prête, ouais. Surtout la liste que j'ai faite pour les cadeaux que je vais offrir. Je préfère offrir des cadeaux, moi. Bel état d'esprit, remarquable. C'est aujourd'hui un épisode de fin d'année particulier où on va quitter un peu les habituels sentiers balisés de course ou les routes bitumées qu'on évoque habituellement dans Course épique pour aller vivre avec toi une aventure hors du commun de 151 km en Alaska au contact des grizzlies, un animal dont j'ai quand même l'impression qu'il est préférable de l'avoir en doudou plutôt qu'en face de soi. Anthony, avant qu'on s'intéresse plus en détail à ton parcours de vie et ton goût de l'aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh bien, je m'appelle Anthony Verlaine, je vais avoir 37 ans. Je sais pas ce que je fais comme métier. Des fois, on m'appelle éco-aventurier, explorateur, influenceur voyage aussi. J'aime pas trop ce terme-là. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai tout quitté. J'ai quitté le métier que je faisais auparavant pour aller me balader, explorer le monde, découvrir ses habitants, ses richesses, ses paysages, ses animaux, toujours de manière non motorisée, donc c'est-à-dire en vélo, en kayak, à pied, en ski. Et voilà. Et aujourd'hui, bah écoute, j'ai la chance incroyable. Enfin pas la chance parce que c'était quand même un choix de vie, J'ai dû quitter beaucoup de choses, mais je vis mon rêve que j'avais quand j'étais gamin d'être aventurier et de vivre de ma passion. Voilà.
Ce goût de l'aventure qui va être très présent dans ton histoire, est-ce qu'il est arrivé très tôt dans ton enfance? Est-ce que tu peux l'associer à un moment? Et puis, est-ce que tu as le sentiment que tu te l'es vraiment forgé par toi-même ou c'est un héritage familial, peut-être au contact de ta maman? Enfin, voilà, comment est-ce que tout ça a vu le jour chez toi? Est-ce que c'était ancré depuis toujours ou est-ce que c'est quelque chose que tu as nourri et développé? Alors, je sais pas. Je sais que je suis fils unique, que j'ai grandi juste avec ma mère dans une cité grenobloise et que j'ai été diagnostiqué très très tôt hypermnésique, insomniaque et hyperactif. C'est-à-dire les trucs qui font que tu restes pas trop en place et que Hypermnésique, c'est quoi? hypermnésique, c'est un peu le contraire d'amnésique, c'est-à-dire bon, ça sert un peu à rien, hein, c'est un peu chiant même, mais tu te rappelles de tout, quasiment tout quoi. C'est-à-dire si tu me demandes les gens que j'ai croisés ce matin quand j'ai fait mes courses, ben je peux te dire comment ils étaient habillés dans 2 semaines, 3 semaines, un mois. Voilà, ça sert à rien, mais bon. Quand Si tu vas pour faire les les études, courses, au moins, tu es sûr de ne pas oublier tes listes de courses. Tu pas besoin de l'emmener avec toi. Tu as tout en tête. ouais, ouais, on va dire ça, ouais. Et du coup, eh ben ouais, j'étais un peu bouge-bouge partout, quoi, à droite, à gauche, en train de faire les aventures dans mon propre appart ou en dehors, à l'école, dans le quartier, grimper un peu partout, sur les immeubles, sur les arbres, partout où je pouvais me faire ma propre petite aventure, quoi. Donc je pense que ça vient de là. Et quand j'étais gamin, ma mère, du coup, comme on était que tous les deux, elle travaillait beaucoup. Le week-end, elle allait au marché et elle me laissait, en fait, devant les documentaires de Cousteau, les documentaires de Nicolas Hulot, les documentaires, plein de documentaires animaliers. Et en fait, ça a vraiment en moi fait grandir cette envie d'aventure, d'aller plus loin que les frontières du quartier, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu t'imaginais et tu te rêvais alors plus tard? Est-ce que tu imaginais que ce soit possible que tu sois aventurier à l'âge adulte ou déjà avec ton regard d'enfant, tu avais l'impression que c'était un peu un rêve intouchable et inaccessible? Moi, je disais à tout le monde plus tard, quand je serai grand, je serai Picsou, je serai Nicolas Hulot, je serai Cousteau, et tout le monde me disait: «Mais Anto, ça c'est pas un métier, il faudra faire un vrai métier», voilà. Et je leur disais: Les «Non, non, rabat-joie. non». Ouais, voilà, les relous, quoi, mais bon, et du coup, non, je voulais absolument faire ça et puis jusqu'à Ça paraissait possible et l'adolescence, accessible. ouais, moi ça me paraissait possible, quoi. Si les autres le faisaient, pourquoi je pourrais pas le faire? Et puis du coup, un jour, j'ai dû me résoudre à faire des vraies études entre parenthèses parce que quand je suis allé voir la conseillère de désorientation, il n'y avait pas de métier aventurier, ça n'existait pas dans la liste, voilà. Donc j'ai dû trouver Il a autre fallu un peu chose. revoir les plans. C'est ça. Et donc, tu as suivi une trajectoire, donc on pourrait dire plus conventionnelle en termes d'études avec des masters en sciences politiques, en géopolitique et en diplomatie. Est-ce que Ouais. tu as quand même vécu ça comme une forme de renoncement à tes rêves? Est-ce que ça a été difficile à vivre ou est-ce que finalement tu l'as toujours perçu comme un moyen de raccrocher en fait les wagons et puis de réconcilier à terme ton métier et puis tes aspirations profondes? Est-ce que tu l'as toujours vu comme une boucle qui te permettait quand même, c'est un chemin un peu plus long, mais qui te permettait d'accéder à tes rêves plus tard dans ta vie? Pas du tout en fait. Non, non. Je l'ai un peu fait, parce que, mon idole, d'adolescence c'était Mandela et que du coup j'étais passionné par tout ce qui est, politique internationale, tout ce qui a trait à l'étranger et aussi parce que, je voyais bien que les gens, les plus grands, ce qui les faisait un peu rêver, tu vois? C'était un peu, les politiciens, un peu, les diplomates, les choses comme ça et je me suis dit: «Bon, voilà, moi je viens des quartiers pas faciles et vas-y, je vais leur prouver que je peux faire ces choses-là et me donner un peu, exister quoi, enfin exister à leurs yeux», tu vois? Moi, je voulais toujours être aventurier mais c'était plus un moyen de me dire: «Vas-y, je vais leur prouver un petit peu que je peux faire ça, quoi». Et puis en même temps, ça me permettait aussi d'avoir toujours dans mes études, de voyager. C'est-à-dire, même si on allait étudier des zones qui étaient pas forcément très cool, pas très instagrammables, tu vois, les zones de guerre, parce que je me suis vite spécialisé sur cette problématique de zones de guerre. Au moins je voyageais, tu vois, je voyageais à travers les études, à travers les films, à travers tout ça, quoi. Donc voilà, je pense aussi à un moyen de voyager, plus que si j'avais fait des études de philosophie ou des études d'économie, quoi. Ce goût du voyage, il est lié au cadre où il y a aussi toute une logique de découverte, de partir à la rencontre de cultures différentes et la dimension humaine, c'est vraiment les deux qui t'habitent? C'est vraiment, alors moi j'ai grandi, comme je l'ai dit, entouré de nationalités, plein de nationalités différentes, hein, africaines, maghrébines, asiatiques et en fait, j'ai toujours été attiré par ces nationalités-là, par l'étranger, en fait et donc c'est, je pense, ça qui fait que j'avais aussi envie d'aller voir ailleurs, comment vivaient les autres, quelle était leur vie
Et puis, comme je te le disais, je regardais énormément de documentaires animaliers. Je pense qu'à l'âge de 6 ans, je peux te citer tous les animaux, les différences qu'ils ont entre eux, les différentes antilopes, enfin tout. Et que chez nous, c'est cool, mais bon, une fois que tu as vu des cerfs, des marmottes et 2 chamois, tu as envie d'aller voir un petit peu plus loin les autres animaux, quoi. Ta trajectoire professionnelle, elle semblait tracée, puisque tu as ensuite travaillé à l'Assemblée nationale en tant que diplomate en Afrique. À quel moment tu as décidé de basculer et de te consacrer pleinement à tes rêves d'aventure pour en faire une réalité et puis ce qui est devenu aujourd'hui ton quotidien? Est-ce qu'il y a vraiment eu... est-ce que ça a été à nouveau une opportunité qui se présentait à toi, toi qui as décidé que c'était pas la bonne direction? Est-ce que c'est la vie qui a un peu choisi pour toi? Alors, il y a un peu des deux. Il y a le fait que quand j'étais jeune diplomate en Afrique ou que je bossais à l'Assemblée nationale ou même plutôt après pour des boîtes privées aussi, ça allait un peu à l'encontre de mes valeurs. Moi, utopiquement, quand je m'étais lancé dans ces études-là et dans cette carrière-là, je me disais, on va aller aider les gens, en fait, on va aller sauver le monde, on va aller faire, voilà, aider la veuve et l'orphelin, entre parenthèses. Et en fait, non, j'allais surtout aider les lobbies et les intérêts de la France, principalement. Et ça me bouffait un petit peu de faire passer certaines de mes valeurs avant d'autres. Et un jour, j'ai eu un grave accident qui m'a éloigné de tout ça, de ces emplois-là. Et en fait, ça m'a permis, paradoxalement, comme donc tu le disais, c'est un peu un choix de la vie, le destin, ça m'a permis de me poser, parce qu'en fait, on se pose très 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 rarement dans la vie, on est tout le temps à 1000 à l'heure, hop, tac 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 tac, on est samedi, et vas-y, j'ai pas profité de la semaine, c'est le week-end, faut faire la fête, boum, lundi, il y a le travail qui recommence, et puis voilà. Et en fait, là, ça m'a permis de me poser et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai décidé d'aller devenir aventurier. Voilà, m'en foutais de l'argent parce que ça me rendait pas forcément heureux d'en avoir. J'en avais et ça me rendait pas spécialement heureux. Et donc du coup, j'ai décidé d'aller vivre mes rêves. C'est une phrase un peu bateau, mais d'aller vivre mes rêves de gamin. Quelle réalité économique c'est pour toi d'être un aventurier aujourd'hui et comment est-ce que tu finances tes projets et comment ça te permet de vivre au quotidien? Tu as justement un peu revu, toi, tes considérations et tu peut-être fait évoluer ton niveau de vie, mais ton accomplissement, tu le trouves ailleurs? Alors, économiquement, je gagne bien ma vie. Principalement, on va dire que j'ai 3 métiers aujourd'hui. Il y a le métier d'aventurier. Alors ça, bon, c'est pas un métier comme on l'entend. Il y a le métier qu'on appelle vulgairement créateur de contenu, influenceur sur les réseaux sociaux, où je vais promouvoir soit des zones touristiques, soit des marques de sport outdoor ou des ONG, parce que j'essaye aussi beaucoup de parler de protection environnementale. Je donne des conférences aussi sur mes aventures, sur la motivation, sur le changement de vie. Et puis j'organise aussi des stages de dépassement de soi, des stages survie. Et en fait, le mélange des trois fait que aujourd'hui, c'est devenu mon métier à temps plein, que ça respecte mes valeurs, puisque quand je parle de marque, bien évidemment, je reçois énormément de propositions et j'essaye vraiment, je choisis tout le temps les marques qui respectent mes valeurs. Donc oui, non, aujourd'hui, je me sens tout à fait en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je voulais faire de ma vie, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est un vrai métier qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Ouais. Comment est-ce qu'on trouve sa prochaine aventure? C'est quoi les critères déterminants de choix pour toi? Est-ce que c'est la clé d'entrée, c'est quelque chose qui a jamais été fait avant par d'autres? Est-ce que c'est nécessairement des endroits que tu connais pas? Est-ce que y a toujours cette contrainte, ou enfin c'est pas une contrainte, mais en tout cas ce choix délibéré d'avoir des moyens de déplacement qui soient responsables? Qu'est-ce qui va donner envie de construire et concevoir le coup d'après et l'aventure d'après? Alors, moi, je regarde pas du tout ce que font les autres. Tout ce qui est concours d'ego, de records, de tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ma source d'inspiration, bon, tu vas rigoler, tu vas te foutre de moi, mais c'est plutôt la jeunesse de Picsou, qui est une BD que je dévorais quand j'étais gamin, où en fait on voit Picsou un peu partout autour du monde, comment il est devenu milliardaire, alors en allant faire des ruées vers l'or dans le Yukon, en Alaska, en Australie, ces choses-là, et en fait c'est juste un prétexte pour vivre plein d'aventures. Et donc pendant longtemps, ma source d'inspiration, ça a été ça. Je suivais un peu les aventures que j'avais vues quand j'étais gamin, que ce soit Tintin, que ce soit Picsou, que ce soit la BD Cousteau. Et donc voilà. Et j'ai aussi une carte chez moi, une carte du monde qui fait 4 mètres sur 5 mètres. Donc le truc prend tout le mur. Et j'ai des points, des petits points, les endroits où je suis allé. Et du coup, il y a des endroits où je suis pas allé, où il y a pas de points. Et j'ai très envie d'aller les découvrir. Voilà. Et donc c'est un mélange de ça, de mes envies, de mes coups de cœur du moment. Voilà.
Pour toi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un aventurier en 2021? On a tous en tête évidemment les premiers explorateurs qui sont allés sur des terres vierges ou des pays, des contrées inconnues. Est-ce qu'il y a encore des choses à voir qui ont été très peu vues? Est-ce qu'il y a des façons différentes de les voir? Et c'est ça que toi, tu vas aussi chercher avec cette dimension un peu inédite de l'approche de tes aventures? Bah, c'est pour ça que moi je préfère le terme aventurier qu'explorateur, parce que nous aujourd'hui, on n'a plus grand chose à explorer. Je pense que les vrais explorateurs aujourd'hui, tu vois, c'est des Thomas Pesquet, c'est les mecs qui vont dans l'espace, ou c'est les mecs qui vont au fond des océans. Voilà, les dernières zones qui restent vraiment à explorer, qui sont pas cartographiées, qui sont pas où on peut pas observer de manière avec un satellite. Il y en a très très peu. Donc moi c'est voilà, c'est plutôt l'aventure. Et c'est plutôt essayer, ouais, d'aller dans des endroits où je me sens vivant, dans la nature, voilà. Bon, être à Paris ou à New York, à 8 heures du mat, c'est aussi une aventure. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Moi, c'est plus me réveiller, observer, les requins blancs, ou les otaries, se faire chasser, par les orques sur la plage, observer, un lion qui est en mode d'attaque sur des antilopes. Voilà, c'est plus ça, moi, le genre d'aventure qui me fait vibrer, ouais. Est-ce que c'est des projets que tu envisages nécessairement en solitaire? Tu as besoin de ça? Tu Oui. as besoin de te retrouver aussi? C'est aussi un moyen pour toi de te recentrer ou Alors oui, 95% de ce que j'ai fait, je l'ai fait en solitaire, parce que j'ai vraiment beaucoup. Alors je suis très très sociable, mais j'aime vraiment me retrouver aussi tout seul, et pas tout seul n'importe où, tout seul avec les animaux. C'est, je sais pas, c'est un truc où il y a un échange. Depuis que je suis gamin, c'est un peu bizarre, mais les animaux en général, je les attire. Alors c'est un peu bizarre, pourtant je prends des douches et tout, tu vois. Mais les animaux ont tendance à venir me voir, tu vois. Quand j'étais gamin, les oiseaux, les pigeons, les chiens, ils viennent tous me voir, quoi. Donc moi, ce que j'adore faire, c'est me poser quelque part et ne pas bouger pendant 4-5 heures et juste observer. Et j'ai eu des très très belles rencontres comme ça où j'ai des animaux qui sont venus se poser à côté de moi en mode je fais partie du troupeau, quoi. Donc moi j'attire que les voilà. moustiques, je pense. Ouais, Ah, on est un peu différents. beaucoup moins cool. Là, on est sur une aventure beaucoup beaucoup moins cool. Ouais. Est-ce que tu mets en place des prépas spécifiques selon les environnements dans lesquels tu vas évoluer et si oui, jusqu'à combien de temps ça peut prendre? Est-ce que tu vas dans des froids extrêmes ou des températures très chaudes ou s'il y a du dénivelé? Est-ce que toi, tu as tout un mode de préparation qui est spécifique ou est-ce que tu capitalises sur une bonne hygiène de vie et puis un entretien très régulier de ta forme physique? C'est un peu des deux. On va plutôt dire la deuxième. J'ai de la même manière que je voyage, en général, j'essaie de pas trop planifier. J'aime bien être dans la découverte. Donc, déjà, par exemple, je regarde jamais de photos, je regarde jamais de vidéos des endroits où je veux aller. Je préfère le bouche à oreille qu'un pote d'un pote a dit: «Ah, cet endroit est incroyable, c'est exceptionnel». Et j'aime bien me perdre, en fait. Donc, sur l'aspect expé, je la prépare pas énormément. Sur l'aspect conditions physiques, ouais, j'essaie de faire quand même pas mal de sport pour m'entretenir. J'ai avoir 37 ans, j'essaye de me baigner tous les jours dans l'eau gelée du lac, de bien manger et sur Paris, avant, quand j'habitais sur Paris, il y avait une salle qui était cool puisque je pouvais effectivement m'entraîner dans des conditions, que ça soit polaires ou dans des conditions de jungle. Il y avait un une mise en condition, c'était très très cool. Là depuis non, écoute, j'essaie de faire un peu tous les sports outdoor que je peux dans la région d'Annecy, sans être un C'est un champion. bel endroit pour pouvoir avoir un panel assez large et représentatif d'activités pour te préparer? Voilà, il y a pire comme endroit et du coup, eh ben, écoute, le matin, je monte au lever du soleil, en ski de rando en haut d'une montagne, je descends, l'après-midi, je vais nager dans le lac, je vais faire du paddle, le soir, je vais faire de l'escalade. Voilà, j'essaie d'être assez complet sur plein de sports, sans être un champion dans quoi que ce soit, mais voilà, d'être à peu près à l'aise dans pas mal de sports outdoor. Un profil complet. Ouais. Je ne sais pas si mes fiches sont à jour, Anthony, mais elles me disent aux dernières nouvelles que tu as visité de l'ordre de 99 pays. J'ai un petit question-réponse à te proposer sur ces aventures qui ont marqué ta vie. Donc voilà, il faut que tu me répondes de façon... 103. 103, d'accord. Ok. Elles sont plus à Tu as jour. passé le cap des 100. Ouais, ouais, c'est ton Ouais. site qui disait 99 et j'imaginais bien que ça Eh ben avait, merci, ça il avait faudra que je bougé fasse une depuis. mise à jour alors. Un petit refresh. Donc là, il te reste quoi, à peu près 70? Il y a combien de pays dans le monde? 170, quelque chose comme ça? Ça dépend, selon l'ONU, ouais, c'est entre 160 et 180, ouais, ça dépend. D'accord. Alors, petite question-réponse pour toi, assez rapide, donc il faut me répondre du tac au tac. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire quelle était ta rencontre la plus inattendue? Au sens large. Waouh. Ok, waouh, c'est chaud. Il y en a beaucoup, beaucoup.
Uruguay, je suis invité à manger chez un couple de petits vieux que je rencontre sur la plage. Hyper mignon, ils parlent un peu français, machin. Ils me disent ah bah viens manger à la maison ce soir et tout. Nanana. Écoute, ils sont grave cool. Moi j'arrive chez eux. Ils ont une espèce de pas un château parce que les châteaux en Amérique du Sud c'est un peu différent, mais ils ont une espèce de très 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 grande villa. J'arrive chez eux et en arrivant chez eux, j'ai compris tout de suite que en fait ils étaient pas si cool que ça. Il y avait des grands tableaux de nazis, hein, disons-le clairement. Et j'ai compris que ce petit couple de 85 ans avec un accent un peu allemand était pas arrivé en Uruguay par hasard et que Vous avez deux, c'était trois en choses à fait se reprocher, ouais. ils avaient quelque chose à se ouais, 2-3 trucs. Bon, je sais pas pourquoi j'ai parlé de celle-là, c'est pas forcément l'anecdote la plus cool, mais c'est la première qui m'est venue en tête. Voilà. Elle est Désolé. inattendue, en tout cas. Ouais. Ah là, inattendu, c'est l'adjectif inattendu qui m'a fait venir là. Ton aventure la plus difficile physiquement jusqu'ici? Physiquement, je pense que c'est la première fois que j'ai traversé le désert du Namib et du Kaokoland en Namibie. J'étais pas du tout prêt, j'avais pas du tout le matériel pour. Je suis parti en Converse blanche pour te dire. J'avais des boîtes de conserve dans mon sac à dos. J'avais du jus d'orange. Enfin non, mais j'étais vraiment. Ça c'était ma première aventure quoi. Et il faisait très chaud quoi. Ça monte. On n'est pas loin des 45 voire 50. Il fait très chaud, voilà, je le répète. Et ouais, physiquement, c'était très 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 compliqué. Ouais, voilà. Je pense Et t'as flingué tes Converse en plus, qui étaient plus du tout blanches au bout de 8 J'ai flingué minutes. mes Converse, j'ai fini le truc où j'étais à pied et en tongs. Ouais, j'avais pas des pieds de ouf à la fin, ouais. C'était, c'était. Les débuts. Mais c'est bien, c'est formateur en fait, hein, tu vois, je sais tout ce qu'il fallait pas faire après quoi, tu vois. Par exemple, prendre une tente dans le désert, c'était pas ouf comme idée, tu vois, parce que à 3h50, il fait déjà 50 degrés dans ta tente quoi, tu vois. C'était pas ouf. Cacher sa nourriture sous la tente, l'enterrer sous la tente quand il y a des hyènes, des fauves autour, c'était pas forcément non plus une idée de ouf, tu vois, quand tu te fais attaquer par un pack de hyènes durant la nuit. Voilà, on était pas sur l'idée du siècle, mais au moins j'ai appris, voilà. Et tu t'en es sorti, donc c'est un apprentissage qui ouais, j'ai eu cette pas chance. trop pénalisant. Ton aventure la plus éprouvante psychologiquement jusqu'ici? Eh bien, c'est celle dont on va parler, je pense. C'est celle dont on va parler avec les Grizzlies, où elle a pas duré forcément très longtemps, mais la sensation d'oppression et du fait que à chaque instant je puisse être attaqué, hein, clairement, c'était ça. Ça, psychologiquement, c'était très très compliqué de pas dormir et d'avoir ça en permanence. Ouais. Le plus grand décalage que tu aies pu connaître sans ayant aucun repère connu, que ce soit en termes de lieu ou de rencontre, un environnement où tu t'es dit ok là je comprends rien de ce qui se passe, je connais rien, j'ai rien à quoi m'accrocher qui me rappelle vaguement les environnements que je connais. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Grand décalage? Je l'ai eu, mais c'était pas forcément à cause de l'environnement. Parce que moi j'ai vécu pas mal en Afrique australe, mais c'était plus à cause des rencontres, enfin grâce aux rencontres en l'occurrence. J'ai eu l'immense privilège de pouvoir vivre avec des tribus ancestrales, les Sans, les Bushmen, les Imba, qui sont des peuples ancestraux en Afrique, qui vivent vraiment très 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 reculés et qui ont aucune modernité au terme que nous on puisse l'entendre, et donc je me suis retrouvé face à des gens qui parlent pas la même langue que moi, qui parlent une langue déclic, qui n'ont aucune idée de ce dont je parle, qui n'ont aucune idée de ce que sont les vêtements que je porte, qui ont une vie en fait absolument incroyable, détachée de tout ce que nous on peut avoir ici. Et là vraiment j'étais complètement déconnecté quoi. C'était incroyable. Je suis resté pas mal de temps, notamment avec les Imba, et je pense, hein, et je le dis tout le temps, que c'était les plus beaux jours de ma vie, les plus belles semaines de ma vie. C'était incroyable. L'endroit que tu as déjà visité, auquel tu as envie de te téléporter là, tout de suite, maintenant? Là, tout de suite, maintenant. Un claquement de doigts, là. Boum, frontière Guatemala, Mexique. Mais en fait, j'ai pas envie de le dire. En fait, j'ai pas envie de dire où c'est. J'ai pas envie que vous y allez tous. Mais c'est un endroit qui est assez ouf, qui est une petite lagune perdue au milieu du Mexique, et qui est assez oufissime. Ouais, voilà. Avec enfin bref, j'en ai trop dit. Non, c'est pas là. C'est Châtelet-Les Halles, RERB, et voilà. À 3h du matin. C'est très cool. Deuxième étage, H&M, voilà. Tu as peut-être répondu un peu tout à l'heure, mais l'aventure que tu voudrais refaire aujourd'hui et que tu vivrais de façon totalement différente, fort de ton expérience que tu as accumulée depuis, est-ce que c'est celle dont tu nous as parlé tout à l'heure? Non.
pas forcément, parce que j'en ai. Tu parles de laquelle, celle du désert? Oui. Ouais. Écoute, j'y suis retourné, j'essaie d'y aller assez souvent en Namibie. Non, je suis pas spécialement chaud pour refaire cette traversée qui est assez compliquée. Mais il y en a deux, Peut-être une trois ouais, que aventure dans j'aimerais laquelle bien. tu n'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions psychologiques aussi. Est-ce qu'il y en a que tu Ouais. voudrais réécrire un peu différemment? Ouais, il y en a que j'aimerais bien réécrire et refaire, où j'avais des blessures, où psychologiquement j'étais pas au top, sur notamment une traversée que j'ai fait là en Arctique suédois, en ski kite, où les conditions météo étaient pas ouf, j'avais pas le bon matériel, j'étais pas psychologiquement au top, donc j'aimerais beaucoup la refaire celle-là. Ouais. Dernière question de ce rapide quiz. La première aventure que tu raconterais à tes enfants, par quoi tu commences? Euh... Tu peux me dire si mes questions sont reloues? Non, ta question n'est pas relou, c'est qu'en Ouais. fait, il y en a tellement d'aventures. Alors j'ai cette chance, hein, c'est un luxe que c'est difficile d'en trouver une comme ça, mais je pense que ça va être la première fois où en fait j'ai quitté mon quartier et où, en fait je suis parti vivre au Canada faire mes études. J'ai eu une bourse pour aller faire mes études au Canada, et la première fois où je suis allé, eh bien, dans le Grand Nord sauvage canadien, où j'ai fait du patin à glace sur un lac gelé. Et ben pour moi c'était waouh, c'était exceptionnel, c'était incroyable, c'était tout ce dont j'avais rêvé depuis 20 ans, et quand je suis arrivé là, vraiment j'avais les larmes aux yeux quoi, c'était ça y est, OK, c'est bon, allez, c'est le début, aventurier phase 1, voilà. Ça c'était incroyable. Donc je pense que c'est peut-être Coché. ça. C'est peut-être ça. Moi il y a quelque chose qui me fait peur, c'est d'être blasé en fait. C'est d'être blasé, et alors je le suis pas, je suis vraiment hyper content parce que je ne le suis pas. Tu vois, même quand je vais visiter un truc dans la Creuse ou des endroits qui font moins rêver, et ben je suis hyper content quand je vais dans un village où je suis jamais allé, ou que je découvre des choses que j'ai jamais vues, et j'espère que ce sera toujours comme ça. Mais je crois que la première fois où vraiment tu découvres la nature, où tu vois un animal pour la première fois, ça c'est vraiment un truc magique quoi. C'est vraiment un truc magique qui reste à vie. Est-ce que tu es hyper content comme Simon Jérémy dans La Cité de la Peur ou tu arrives à contenir quand même tes envies de vomir dans ces moments de bonheur? En plus là, je viens de manger une grosse raclette là de bâtard juste avant l'interview, donc non, j'espère pas, parce que sinon il va falloir que je rachète un nouveau Mac. Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la réalisation de ces aventures? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, l'accomplissement, comme je te le dis, je suis pas du tout sur une logique de record ou une logique de me comparer aux autres. Vraiment, il y a des aventuriers qui sont super et des mecs qui font des trucs incroyables en des temps records. Moi, c'est vraiment pas ça. Moi, c'est plutôt l'accomplissement euh, je sais pas comment expliquer, c'est de découvrir un endroit, euh, de découvrir des animaux, découvrir des peuples, découvrir des nouvelles cultures, traditions, et de rentrer. Et mon accomplissement, ça va être, ok, ça je connaissais pas, je me sens plus riche, plus, j'ai appris des choses, et donc, Donc c'est pour et donc, assouvir ta curiosité et ouais, tes envies d'ouverture, c'est ça, d'échange? c'est plus ça. Alors après, il y a aussi le défi physique où je me dis, bah voilà, écoute, Anthony, là, t'es dans la jungle où il est la plus humide du monde, là, t'es dans le désert le plus chaud du monde, là, il fait -40. Tu peux le faire, tu vois, allez, vas-y, t'es capable de le faire, et quand t'arrives à le faire, bah c'est aussi très, ouais, c'est kiffant, quoi. Tu te dis, ok, j'ai réussi à faire ça. Tout le monde m'a dit, tu pourras pas le faire, et en fait, t'arrives à le faire, donc ouais, ça c'est aussi assez sympa comme sentiment. Et donc, dans la lignée de ta réponse, quelles sont selon toi les qualités requises, enfin, en l'appliquant sans prétendre avoir la réponse universelle, mais en tout cas, Ouais. dans ce qui s'applique à toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un aventurier il y a des qualités, justement, c'est ça, c'est ces qualités d'ouverture, cette soif de jamais se lasser des choses et d'avoir toujours envie d'explorer, d'accepter de se mettre un peu en danger et de se sortir de sa zone de confort. Ouais, déjà il y a la soif de la découverte. Parce qu'en fait, si tu le fais juste pour battre un record et tout ça, bon bah tu vas le faire 3 fois, puis après tu vas en avoir marre. Moi, en vrai, je me vois faire ça jusqu'à 80 ans. Moi, je suis toujours, comme je te disais, j'ai fait un truc cet été, je suis dans la Creuse, j'étais comme un gamin, quoi. Je découvrais tous les villages, les machins, le mec qui prenait les noix, qui les ouvrait, ah c'est comme ça. Enfin, je suis toujours attiré par la découverte. La deuxième chose, c'est sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire ne pas s'écouter. Ça, c'est le plus dur, hein. Tu vois, t'as le pied, je sais pas, le gros orteil qui est cassé, il te reste encore 140 km à faire, et ben t'y vas, tu le fais. Et ne pas s'écouter, c'est vraiment très 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 difficile.
Ouais, Et je c'est dirais, contre-intuitif. On a tendance à aller se réfugier effectivement c'est dans ça, ce qui est confortable. c'est ça, le corps réagit après des millions d'années d'évolution d'une certaine manière à te dire là il y a un danger, donc s'il réagit comme ça, c'est il ne faut pas le faire. Alors l'idée c'est pas d'être suicidaire, mais c'est de savoir peser le pour et le contre et de savoir mesurer ce que tu peux faire et tu peux pas faire en essayant de se dépasser quand même un petit peu. Et je dirais la troisième chose c'est d'être un caméléon. C'est hyper important de rester calme dans des situations de stress, de savoir réagir de la bonne manière et de savoir s'adapter à toutes les difficultés que tu peux rencontrer, parce que les difficultés t'en rencontres et c'est surtout celles auxquelles tu n'avais pas pensé en fait. Et donc c'est plutôt c'est cette adaptabilité et le fait d'être un caméléon qui est important, je pense. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, ces difficultés, est-ce que c'est aussi ça que tu viens chercher? Est-ce que tu viens te confronter à cet inconnu et à justement l'incertitude et te mettre en difficulté et voir comment tu peux assimiler tout Alors ça? pas forcément, on pense souvent que j'aime la souffrance, la douleur, les choses comme ça et en fait, non, ça me fait aussi chier que vous. Je préfère être chez moi, dans un bain chaud ou être tranquille en train de me faire masser qu'être dans le froid ou en train de cramer, d'avoir, pas pris de douche pendant 60 jours et d'avoir faim. Non. Donc c'est pas forcément ce que je viens chercher. La douleur non, mais le fait de se dire: «Allez, tu pas mangé depuis 3 jours, vas-y, tiens un 4e jour. Allez continue». Le fait c'est le dépassement en fait, c'est plus ça que la douleur en elle-même. Je suis pas sadomaso, tout ça, ça m'intéresse pas trop tous ces trucs-là. Je te donne un super pouvoir pour la question suivante. Si tu devais faire Ouais, revenir une aventurière ou un aventurier d'entre les morts pour échanger OK. avec elle ou lui, qui tu fais revenir et puis quelle est la première question que tu lui poses? Je fais revenir David Livingstone, qui est un explorateur qui a découvert, ma partie préférée du monde, enfin qui a découvert, au sens auquel on l'entend, toute l'Afrique australe en fait. Il est descendu le fleuve Congo, il est allé jusqu'au Zambie, jusqu'aux chutes Victoria, au Zimbabwe. Et ben ouais, c'est-à-dire que lui, il est parti en bateau et il a marché à pied, il avait pas les vêtements qu'on a aujourd'hui, il avait pas les trucs techniques, il avait pas les antipaludéens, il avait pas les médocs, il avait rien quoi. Donc Son ouais. téléphone satellite était en panne à ce moment-là aussi? Ouais, elle avait plus de piles, c'était une galère en 1800 et tout, donc non, ouais, ça c'est, Et tu lui dis quoi? Que tu la première chose que tu as envie de savoir, d'entendre de sa heu, bouche? la première question que je lui pose, «Salut, ça va?» Tu vois, je suis quand même poli. Heu, non, ouais, je sais pas, non, je lui demande, ouais, quel était le moment le plus dingue qu'il a rencontré parce que lui, il a rencontré des trucs dingues. C'est-à-dire que la population d'animaux était pas la même à l'époque, les pandémies étaient pas la même, l'accueil était pas forcément le même, ouais, non. Mmh, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. En plus, il s'est battu à une époque, tu vois, où c'était pas forcément, très tendance. Il s'est beaucoup battu contre la traite et contre l'esclavagisme. Donc, ouais, pas mal. Respect, Bon, monsieur David, Livingstone. si tu nous écoutes et que tu veux entrer en Si tu nous contact avec écoutes, Anthony, tu m'envoies un big petit up, email, je envoie-moi un petit transmettrai. message sur Insta et puis on verra ça. Pour finir sur la première partie de nos échanges, on va revenir un peu plus particulièrement à la course à pied, qui est un des thèmes évidemment centraux du podcast. Quelle place elle tient aujourd'hui, la course à pied dans ton quotidien? Est-ce qu'elle est très présente? Est-ce que c'est une activité physique parmi d'autres? Eh ben, écoute, comme tu as pu le voir, parce que, attention, je dis l'envers du décor. Nous avons fait un jogging, toi et moi, dans la neige, sous la tempête de neige, dans le Vercors. Ah non, Chartreuse, pardon, il y a quelques semaines de ça. Tu as pu voir Exactement. que j'étais une quiche. Voilà. Mais, mais, Mais j'ai pu le voir parce mais, que j'étais derrière toi, parce que j'étais encore plus une quiche. mais ouais, écoute, je vais pas te mentir, hein, je sais qu'il faut pas que je dise ça, mais courir, c'est pas forcément mon truc préféré. C'est-à-dire que si tu mets un ballon de foot, je peux courir 60 km, il y a pas de problème. Je cours toute la journée. Par contre, courir en ville, sur du plat, et juste courir pour courir, faire des tours ou des kilomètres, ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, courir en montagne ou viser un sommet ou des choses comme ça, comme Amel Bent, viser la lune, voilà. Ça, c'est un truc que je kiffe. Voilà, ça j'aime bien me mettre des petits défis, courir, aller jusqu'à la prochaine colline, courir jusqu'au prochain arbre. Voilà, ça je préfère que courir sur du plat. Donc, tu as déjà fait des courses ou ça t'intéresse pas particulièrement et tu jamais essayé? Eh ben, écoute, je suis en train de découvrir ça. Et je crois que c'est un peu addictif parce qu'en fait, tu sais, t'as un peu le truc de collection, tu vois, genre, alors le semi de Lyon, je l'ai fait, le semi de Genève, tiens, j'ai pas fait celui de Montpellier. Et puis t'as
une belle médaille à la fin, tu vois. Aussi, c'est cool. Alors, c'est pas très écolo, mais t'as la petite médaille pour. Ouais, je sais pas. Ouais, je suis en train de m'y mettre là. J'en ai fait un peu moins d'une dizaine là cette année. J'aime bien. Ouais, c'est cool. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu plus là. Je vais essayer de faire le marathon d'Annecy cette année, marathon du Mont-Saint-Michel. Montpellier aussi, on m'a contacté pour Montpellier, donc je vais essayer de voir tout ça en attendant. L'escarcelle va se garnir progressivement. C'est ça. Merci beaucoup pour cette introduction, Anthony. On va passer à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif ou ici aventurier. D'accord. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ? Je crois qu'on en a déjà parlé. Hein. On en a déjà parlé. Alors pas pour le côté thune, pépette ou crevard, mais plus pour le côté aventure. La jeunesse de Picsou. Pour ceux qui connaissent pas, vraiment, je vous encourage à aller voir. C'est un dessinateur qui a rien à voir avec Disney, tout ça et tout. Hein. C'est un dessinateur qui a repris, et il fait des très belles images d'ailleurs. Il a imaginé toute la jeunesse de comment Picsou était devenu milliardaire. Et ouais, moi c'est génial quoi. Franchement, c'est génial. Des souvenirs d'enfance que tu chéris, qui t'accompagnent. C'est ma Madeleine de Proust. Ouais, c'est ça. Tu vois, je te parle là devant moi, il y a la bibliothèque et j'ai tous les volumes qui sont là. Donc ouais. Si tu étais un animal, lequel serait-il ? Un canard comme Picsou ? Et au respect quand même. Un canard. Alors, écoute, je vais t'en dire le caméléon, parce que c'est souvent comme ça qu'on m'appelait dans mon métier précédent, et puis j'ai aussi l'impression d'être un petit caméléon ça peut s'adapter à un peu tout et à tout le monde. Mais l'animal qui me fait le plus rêver, vibrer, en fait il y en a trop, putain je dis ça. Mais bon, il y a quand même l'oryx. L'oryx, c'est un animal qu'on retrouve en Arabie Saoudite et dans le désert du Namib. Et moi, je le trouve incroyable, quoi. Je passais des heures à l'observer. Je sais pas si vous voyez. À quoi il ressemble, l'oryx ? C'est une grosse antilope avec un masque sur les yeux noir, avec 2 cornes très 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 pointues, comme un narval en fait, vraiment toute droite, comme 2 épées. Et ouais, c'est sublime quoi. Il a une robe qui est incroyable et il vit dans le désert, tranquille. Lui, il s'en fout. Il fait chaud, il fait pas chaud. Et là, il fait sa vie. Et surtout, ils aiment bien se battre avec leurs cornes. Et bon, alors, des fois, il y en a qui meurent. Ils aiment bien la rixe. Ils aiment bien la bagarre quoi. Et des fois, il reste qu'une corne. Et en fait, toi, t'es dans le désert, tu marches, les décors sont incroyables, il y a un coucher de soleil. Et là, t'as une licorne qui arrive parce que c'est clairement une licorne quand ils ont plus qu'une corne. Et là, tu dis waouh. Ok, bon, c'est bon. Allez, après avoir vu ça, comme disait Thierry Roland, on peut mourir tranquille. Voilà. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, ou peut-être même élargir le spectre aux aventuriers qui suscitent une admiration particulière chez toi ? Je crois qu'on va revenir sur Livingstone. Hein. C'est, comme je te le disais, faire ce qu'il a fait à une époque où on n'avait pas le même matos et pas dans les mêmes conditions, c'était assez exceptionnel, ouais. Deuxième clin d'œil pour David. Voilà. Si avec ça, il m'ajoute pas sur Insta, je comprends pas. Merci Anthony. Le moment est venu de parler de ta course épique, la traversée du parc Denali. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de l'aventure que tu vas nous faire vivre aujourd'hui. Le parc national et réserve du Denali est un parc naturel américain qui est situé au centre de l'Alaska et qui comprend le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, qui culmine à 6190 mètres. Le parc porte le nom de ce sommet que les locaux appellent donc Denali, ce qui signifie celui qui est haut en langue athapascan, parlée par les tribus autochtones d'Alaska. Situé juste au nord d'Anchorage, c'est le plus grand parc national des États-Unis. Il s'étend sur plus de 2,4 millions d'hectares de toundra, de montagnes et de glaciers qui contrastent avec les zones marécageuses et les forêts d'épicéas verdoyantes de la zone. Denali offre également l'occasion d'observer une faune extrêmement riche, tu vas avoir l'occasion de nous en parler, notamment des mouflons de dalles, des élans, des caribous, des loups, des orignaux et aussi des redoutables et redoutés grizzlies. Sur toute la superficie du parc, les randonneurs sont priés de se tenir à environ 25 mètres des animaux et même 275 mètres pour les grizzlies et les ours noirs, donc c'est très précis. Il ne faut pas s'aventurer à 272 mètres, ça serait trop risqué. Consigne que tu n'as pas tout à fait pu appliquer, ou en tout cas à ton insu. Voilà, la traversée du parc que tu vas nous raconter aujourd'hui et que tu as effectuée d'est en ouest, tu l'as effectuée en septembre 2019 et est longue de 151 km. Avant de plonger avec toi dans cette traversée hors du commun, un autre exercice de style qui est la question qui pique, donc une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Comme on peut l'imaginer, les conditions peuvent s'avérer très rigoureuses l'hiver dans le parc Denali avec des températures qui oscillent en moyenne entre moins 11 le jour et moins 17 la nuit. À l'image d'Hibernatus, je ne sais pas si tu as vu ce film avec De Funès qui raconte l'histoire d'un homme congelé et qui s'est fait décongeler par une expédition polaire après 65 ans figé et cryogénisé. Il s'est réveillé comme si de rien n'était. Et dans le Denali, il y a une espèce animale qui vit dans le parc et qui arrive à se figer dans un état cryogénique l'hiver pour revenir à la vie au printemps. Est-ce que tu saurais me dire laquelle ? J'ai un indice à dispo si tu veux.
C'est pas le targuidard. Alors, je sais pas ce que c'est. Non, c'est plus un microbe. Hein. Non, c'est pas D'accord. celui-là. C'est un amphibien, pour te C'est un guider un peu. amphibien. Oui, eh bien... Un amphibien assez classique, sans surprise. De type grenouille, quoi. Exactement. Elle a un petit nom quand même un peu particulier, c'est la grenouille des bois. D'accord. Et donc en fait la grenouille des bois, elle arrive à survivre aux températures hivernales extrêmement rigoureuses de l'Alaska. Et en fait le corps de ces grenouilles gèle pendant toute la durée de l'hiver, donc leur corps ne bat plus, elles ne respirent plus, mais des produits chimiques cryoprotecteurs protègent leurs cellules pendant leur hibernation. Et à mesure que le printemps arrive, les grenouilles elles dégèlent ou elles décongèlent, tu vois, tu les sors et ça repart pour un tour. Et puis elles retournent comme si de rien n'était dans les étangs pour amorcer leur processus de reproduction. Trop Voilà. bien. T'as une idée de l'espérance de vie de cette grenouille? Je ne saurais pas te dire. Tu me poses à moi une question qui pique à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais je me renseignerai. Je ferai peut-être un épisode consacré à la grenouille des bois. Bon, je peux malheureusement pas t'accorder la mention amphibien pour ta réponse, mais en tout cas, l'exercice n'était pas très facile. Allez, c'en est fini de notre question qui pique. On va partir désormais avec toi au cœur du parc d'Enali pour vivre ton aventure hors du commun. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet en fait? Comment est-ce que tu as été amené à te lancer dans cette traversée? Comment s'est présenté à toi cette opportunité? Alors, c'est c'est un projet que j'ai préparé vraiment très 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 longtemps en avance, puisque je pense que c'était 17 minutes avant de prendre l'avion. C'était pas du tout prévu. En fait, je venais de finir sur plusieurs semaines la descente du fleuve Yukon, donc au Canada, hein, l'État à côté, voisin. Une descente en canoë donc? Ouais, en canoë indien, jusqu'au cercle arctique canadien. Hein. Et j'étais bien crevé, hein, parce que il faisait froid, c'était long, c'était beaucoup de kilomètres. Et puis du coup, je prends un petit avion qui me ramène sur la ville la plus proche, hein, qui est Whitehorse, dans le Yukon. Et je suis à l'aéroport. Et en fait, à l'aéroport, au moment où j'atterris, après, je dois prendre un gros porteur pour aller jusqu'à Vancouver, ensuite un autre jusqu'à Montréal, Paris, enfin bref, tout ça, le retour, 35 heures. Et il y a une immense carte dans l'aéroport. Il n'y a pas grand chose d'autre, hein, il n'y a pas de duty free là-haut, il y a juste une immense carte. Et en fait, je me rends compte que je suis juste à côté de l'Alaska, quoi. Je suis juste à côté de l'Alaska, que je rêve d'aller en Alaska et d'aller voir le mont Denali depuis toujours, en fait, depuis que je suis gamin. Et que les billets valent une blinde, surtout. Et que je me dis, Anto, t'as rien à faire en France, pourquoi tu rentrerais? Si t'allais faire une petite expédition en Alaska, c'est à côté, c'est à 2-3 jours de voiture, allez, let's go. Du coup, j'annule mon billet. Tu savais qu'on allait être confiné quelques mois plus tard, tu l'avais anticipé, donc tu t'es dit c'est maintenant ou jamais. Exactement. Et du coup, je n'annule pas mon billet, mais je le repousse de 10 jours. Je calcule à peu près le temps qu'il me faut. Je calcule qu'il me faut à peu près 3 jours de voiture pour y aller, 3 jours pour revenir. Donc, on est quand même sur un bon 6 jours de conduite, mais c'est quand même plus proche que Paris. Et je calcule et je regarde. Et donc, je suis là à l'aéroport et je calcule, tac, tac, tac. Là, il y a cette route dans le parc d'Enali. Elle fait 151 km en voiture. Bon, si je coupe par là, machin, je pense que je peux me faire une petite expédition, traverser tout le parc d'Enali. Allez, let's go, on y va. Je loue une voiture et je pars pour la route, pour l'aventure. Voilà. Je pars avec mon matos de canoë, hein, donc j'ai pas du tout parfaitement équipé. Parfaitement équipé, pas de sac à dos, j'ai une tente quand même, mais j'ai pas les chaussures de marche, j'ai une paire de Merrell pour marcher sur le kayak, quoi. J'ai pas de gros sac à dos, puisque mon sac le plus gros fait 35 litres, je crois. J'ai pas grand chose, quoi. Et j'y vais quand même, et je pars, et je conduis. On est au mois de septembre, et donc il y a ce qu'on appelle, comme disait Joe, l'été indien. Les 4 couleurs qui sont partout, rouge, jaune, orange, vert, c'est absolument incroyable. Et je conduis comme ça pendant près de 3 jours. Je suis crevé, je suis déjà très 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 crevé de l'expédition auparavant, mais j'y vais et c'est assez magique, ouais, c'est assez féerique avec de la bonne musique à la radio country d'Alaska et tout, c'est cool. Franchement, c'est très cool. Avant que ce projet il se concrétise, tu dois montrer patte blanche aux Rangers qui sont les seuls à même de t'autoriser à te lancer dans cette traversée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été facile de les convaincre de te laisser y aller. Non, parce qu'en fait, on est dans un parc national où il faut que tu obtiennes ce qu'on appelle un backcountry permis. En gros, le parc est délimité en unités. Je crois qu'il y en a 80 de mémoire. Et ces unités, il peut y avoir que 1 ou 2 personnes qui dorment dans ces unités.
Bon, le parc, c'est la taille de la Suisse. Donc, il faut imaginer que voilà, c'est des très, très grandes unités. Et il y a des unités, en fait, comme on est au mois de septembre, qui sont absolument fermées. Parce qu'au mois de septembre, bah, il reste que quelques jours avant l'hibernation des grizzlies. Et ben, il faut qu'ils mangent pour grossir, pour prendre de la force, pour passer l'hiver. Et donc, ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver, quoi. En l'occurrence, un petit Un aventurier Frenchie qui porte des merelles. et voilà, un sac à dos de kayak, ça pourrait être aussi pas mal à manger, quoi. Et donc j'arrive et je leur explique mon projet de traverser tout le parc en étant le long des vallées des rivières et d'aller jusqu'au bout. Et ils me disent, en fait, le problème, c'est que il y a des zones que j'ai pas le droit où j'ai pas le droit de bivouaquer, il y a des zones où j'ai pas le droit de passer parce qu'il y a trop de grizzlies, et du coup, c'est voilà, c'est compliqué. Et donc du coup, je passe toute la matinée, voire l'après-midi, à essayer de négocier avec eux. Et ils me disent non, 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 mais on peut pas, on n'a pas le droit, nanana, nanana. Et puis, du coup, j'essaye de sympathiser un peu avec eux. Je déconne, je parle de foot. Ils en ont rien à foutre du foot, parce qu'on est aux États-Unis. Je leur parle de sport, j'en parle de plein de trucs, tout ça. Et puis, finalement, j'arrive à me faire inviter le soir dans leur camp de ranger, là, dans leur espèce de bar. Et je me dis, vas-y, écoute, c'est vrai que sur la route, j'ai pas vu grand-chose à bouffer. C'est pas terrible, à part les stations essence. Et puis, avant le parc, à une trentaine de kilomètres, j'avais vu une grosse pizzeria. Et je me suis dit, vas-y, all-in. On tente tout sur les pizzas. Je vais aller là-bas, j'achète des grosses pizzas et puis je me présente à la soirée avec ces grosses pizzas et puis on va essayer de les amadouer comme ça, quoi. Et ben ça a marché. Ça a marché. Ils L'homme est m'autorisent. faible. Ouais, l'homme Une a pizza, faim. il oublie tous ses principes. Ouais. Ouais, mais attends, c'est pas une pizza congelée que j'ai ramenée, hein. C'est la belle pizza Ni avec une les hawaïenne. croûtes américaines où dedans t'as du fromage, du machin, tout ça de ouf, quoi, hein. Quand t'habites là-bas, bon, c'est pas mal. Et, et du coup, j'arrive à avoir l'autorisation de traverser ces endroits, pas d'y bivouaquer, mais de traverser ces endroits. Et voilà, donc du coup, l'aventure peut partir. Par contre, il y a le petit passage beaucoup moins cool où il m'amène dans une salle et il me demande de me déshabiller. Attention, non, calme-toi. Juste pour me prendre en photo entièrement, en fait, les sous-vêtements que je porte, les chaussettes, et ensuite je remets les autres vêtements et ils me prennent en fait sous tous les angles, sur tous les vêtements que j'ai pour l'expé. Ils me le disent pas, mais je comprends que c'est au cas où ils doivent retrouver un bras ou une jambe quelque part à droite à gauche, savoir que c'était bien moi, quoi. Donc ça, c'est le truc qui te fait un peu, ouais, qui te calme un petit peu, tu vois, qui te refroidit un petit peu. Et puis après, t'as toute une espèce de formation, au fait, où on te dit comment réagir face aux grizzlies, face aux ours noirs, face aux ours bruns, quoi faire, oula, difficile à dire ça. Que faire et ne tu vois, j'y arrive toujours pas. Et ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est mieux. Euh, et puis il te donne un bidon pour mettre ta nourriture, un truc hermétique que tu dois avoir absolument. Et qui a pas du tout, bien sûr, de anse, qui a pas du tout de poignet, que c'est un truc galère Ça serait trop pratique, ouais. que tu dois porter sous ton bras, quoi. Voilà, galère. C'est quoi les principaux enseignements que tu retiens de ce qui te donne là, c'est quoi le guide de survie en 3-4 leçons? C'est les grands principes à respecter? Les ours peuvent faire des charges si tu es trop proche, à moins de 275 mètres, donc ils vont courir vers toi. Et puis en général, ils s'arrêtent, c'est juste pour te dire que t'es trop proche. Il y a la différence entre les grizzlies, où il faut rester très très calme si un grizzly t'attaque et te charge, et surtout ne pas courir, surtout ne pas, voilà. Et l'ours noir qui est différent, lui qui est plus curieux, qui est beaucoup plus agressif, où là faut vraiment genre se mettre en mode MMA, quoi. Faut vraiment te grossir, prendre ton sac à dos, le mettre au-dessus de ta tête, crier, ouah, hurler, jeter des pierres, comme si t'étais prêt à partir à la castagne, quoi. Voilà. En gros, c'est à peu près ça les choses. Il y a aussi le triangle, ça il m'en parle pas trop, mais je l'avais pas mal effectué sur mon expé au Yukon avant, où t'as un endroit où tu vas cuisiner. Voilà. Ensuite, tu traces un trait, tu fais un triangle, en fait. Un autre endroit où tu vas manger. Alors, eux, ils recommandent 200 mètres. Moi, je faisais tout le temps 300, 400 mètres minimum. Et puis après, t'as le troisième point où tu vas dormir. Voilà. Et c'est en fait le triangle qu'il faut respecter. Ne pas manger dans ta tente et cuisiner dans ta tente. Et voilà. Ça, c'est pas une super idée, quoi. Est-ce que tu soupçonnais, suite à ce que eux t'ont partagé comme conseil, est-ce que tu mesurais pleinement l'ampleur de ce qui t'attendait? Est-ce que ça a éventuellement pu te dissuader ou tu te dis, est-ce que tu as le moment où tu t'es dit, en fait, peut-être je suis en train de faire une grosse bêtise là et que c'est pas du tout sérieux d'y aller là maintenant?
En fait, l'expé Yukon au Canada, en canoë, j'avais ressenti ce truc où quand t'es sur le canoë, c'est cool. T'es sur l'eau, y a pas de requin blanc, t'es tranquille. Par contre, dès que t'as envie de pisser, tu t'arrêtes, tu poses le canoë, et puis le soir, même quand tu fais le bivouac ou quand tu cuisines, et ben là, concrètement, il y a un ours qui peut venir, quoi, à n'importe quel moment. Et là, t'as ce sentiment de, waouh, ok. Là, c'est moins cool, faut être aux aguets, faut checker, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de buissons, beaucoup de choses, tu vois pas, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais j'avais le canoë, tu vois, toute la journée, j'étais 15-16 heures par jour sur le canoë, et c'était cool, quoi. Là, je me sentais en sécurité. Là, quand ils m'amènent en bus, parce qu'en fait, tu prends un bus jusqu'à une espèce d'endroit où les véhicules sont plus autorisés, là, tu descends de ce bus, et tu descends, et t'es tout seul, et il y a plus personne, et t'es face à l'immensité, là, tu dis, allez, ok. Là, on y est, là, c'est bon. C'est parti, quoi. Là, t'es dedans, quoi. Et du coup, ça allait. Et puis, quand j'ai vu le premier, un grizzly, j'ai vu une mère avec ses 3 petits, là, là, ouais, ça va un peu moins, quoi. Là, tu dis, ok, d'accord. Donc, c'est très, très gros. J'y suis, ça y est, j'y suis. Ouais, voilà, c'est très, très gros. J'espère qu'elle m'a pas vu. Tu te caches un peu, t'es en mode, bon, ok, super, génial. Faut que tu continues tout droit et que t'avances. Faut faire un petit détour parce qu'il y a ce mastodonte qui est devant toi. Et, ouais. Le départ, tu te dis, t'es pas rassuré, quoi. T'es pas rassuré. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie logistique et le matériel qui est requis pour une telle traversée? Tu l'as évoqué, l'histoire du bidon, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont indispensables à emporter avec toi? Et puis quel est toi ton moyen de te repérer sur le parcours? Est-ce que tu as une connexion avec le monde extérieur si il se passe quoi que ce soit? Est-ce que tu as possibilité de faire signe à quelqu'un en cas de détresse? Alors, j'ai aucune possibilité de faire signe, à moins de faire du feu, des appels de fumée, des choses avec des miroirs. J'ai pas de réseau, comme c'était pas prévu, j'ai pas de téléphone satellite, j'ai pas de balise GPS. Sinon, sur le matériel, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas le droit d'avoir d'armes à feu parce que je suis aux États-Unis, je suis plus au Canada. Au Canada, j'avais une arbalète et un fusil pour me défendre au cas où. Là, en Alaska, la seule chose que j'ai, c'est un bear spray, qui est en gros une bombe à poivre, mais pour CRS très 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 énervé, quoi. C'est-à-dire que tu t'as pas envie de te la prendre, quoi. Et autre chose, j'ai des clochettes que j'accroche sur mon sac. Parce que la pire des choses qui peut t'arriver, c'est de tomber nez à nez avec un grizzly et lui n'était pas au courant que t'étais là. Ça, c'est on a tous vu le film avec Leonardo DiCaprio, hein, c'est Revenant. Donc, voilà, c'est ce qui se passe en gros. Et donc l'idée, c'est de faire du bruit tout le temps. Donc j'ai des clochettes qui sont très casse-couilles, hein, désolé, mais toute la journée, c'est assez chiant, mais bon, c'est assez utile. Et j'ai un couteau, j'ai un opinel avec un sifflet. Et je siffle. En fait, j'alterne sifflet et chanson. Donc, en fait, il fallait mieux que je sois tout seul. C'est la grande vadrouille. Oui, c'est ça. Et donc, je suis là, je marche et je siffle et je chante. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, comme j'ai pas de connexion, j'ai rien du tout. Et ben, je demande à l'un des rangers autour de la soirée pizza. Je lui dis, t'as pas du son à me passer et tout. Ok, je me sens un peu seul de temps en temps. Et puis mettre un peu de son pour pour signaler ma présence aux ours. Et le mec a une chanson et il me la file et c'est non, je vais pas chanter quand même. C'est ah bah si, j'ai pas le titre. Si on avait été dans une émission type Le Juste Prix, j'aurais dit ah mais si, allez, Anthony. C'est Ouais. Blondies. What's going on? Tu vois cette chanson là? Tu la vois ou tu la vois pas? C'est bon? Je la vois, je l'entends. Ah cool, ouais. j'ai pas besoin de chanter plus. Et j'ai que ça. Et donc du coup en fait, je passe cette chanson en boucle, tout le temps, voilà, en boucle. Et ça rend fou probablement ça. Et ben c'est comme dans un épisode de How I Met Your Mother où en fait les 2-3 premières fois t'es au taquet, tu vois, t'es genre ouais et tout, vraiment tu chantes à fond. Et puis 4, 5, 6, 7, 8 fois t'en peux plus, vraiment tu détestes cette chanson. Et puis c'est cyclique, ça revient en fait. Tu dis ah bah la 12e fois elle est trop cool cette chanson. Voilà. Donc pour te dire dans quel état de pauvreté intellectuelle j'étais entre tout ça quoi. Voilà. Est-ce que c'est une trace qui est empruntée ou est-ce que tu as vraiment en tête que tu vas passer toute cette aventure sans jamais croiser un être humain? Alors, comme je te le disais, il y a des unités où il y a des gens qui font des bivouacs. Moi, j'ai croisé absolument personne parce qu'on est en mi-septembre et parce que mine de rien, en fait, dans le parc, tu as des campings, tu as 3 ou 4 campings où les gens peuvent aller dormir dans le camping. Donc, c'est un camping sécurisé avec de l'eau, des douches, la télé, tout ça, tout ça. Et puis, tu peux aller te balader autour du camping. Tu as des chemins, des trails, des trucs qui sont tracés. Et puis, tu as ce qu'ils appellent le non-trail permis. Là, tu es vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a même pas de chemin, quoi. Il n'y a rien du tout.
Et ben moi, c'est là où j'étais. Et donc là, non, il y a personne, quoi. Il y a personne. De temps en temps, tu vois la route, parce qu'il y a une grande route principale qui est au milieu du parc, qui était, moi je sais pas, elle alternait entre 3 kilomètres et 5 kilomètres de là où j'étais. Tu vois des phares passer, mais sinon, ouais, non, rien du tout, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton plan de route quotidien et le temps que tu donnes pour réaliser cette traversée? Et puis, le nombre d'heures, à quel moment tu prévois le matin de démarrer et à quelle heure tu fermes, t'éteins la lumière et puis tu te mets au lit, façon de parler. Ouais. Alors moi, j'avais prévu de faire tout ça en 4 jours. Donc j'avais calculé que je pourrais faire à peu près entre une trentaine et une quarantaine de kilomètres par jour, en marchant très vite et en me levant très tôt et en me couchant très tard. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis bon, j'en parlerai après, mais je me couche quasiment plus en fait. Donc je marche 16 heures, même plus par jour, quoi, vraiment. Et le tracé, en fait, t'as cette l'Alaska Range, la chaîne de montagnes, et puis au bout t'as le Denali, tu vois, hein, parce qu'il est immense. Et en fait, t'es dans le lit de rivières, de vallées. Et moi, le but, c'était de suivre enfin ça, le but a changé après, hein, d'ailleurs, l'objectif a changé après. C'était de suivre ces rivières pour aller jusqu'au Denali. Pourquoi? Au début, je me disais que j'allais couper à travers les forêts, passer dans les montagnes. Sauf qu'en fait, avec les ours, non, c'était pas possible. Et c'était plus rassurant d'être dans le lit des rivières pour pouvoir les voir de beaucoup plus loin. Voilà. Ça, j'ai changé au bout de 3 heures. Hein. 3 heures. Première rencontre avec les grizzlies, j'ai dit ouais, ok, allez, on va aller passer là-bas, ça sera Plan B. Plan B. Quelles sont les conditions météo à cette période de l'année? Il fait combien en Alaska Oh, au mois de septembre? il fait aller entre 15 et 20 degrés. Non, ouais. Plus 15 degrés maximum. Et puis la nuit, ça descend aux alentours de -5. Voilà. Donc la journée, quand tu marches, c'est cool. Tu vois, t'as pas chaud, t'as pas non plus trop froid. Sauf qu'en fait, je me suis tapé 3 jours de pluie, de petites grêles, ouais, voilà. J'ai pas trop bronzé sur cette aventure. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette traversée, cette aventure-là? Mais je m'attends à voir des paysages de dingue, parce qu'en fait, en permanence, j'ai le Denali en face de moi. Il y a l'Alaska Range qui est absolument magnifique. Et puis, t'as aussi des loups, des lynx, des bufflons, des caribous, des élans, des mooses, en plus des ours. Donc ouais, je m'attends à en prendre plein les yeux, quoi. C'est l'heure du grand départ, donc tu nous as parlé déjà de ta première journée et puis des premiers apprentissages que tu as tirés de cette entrée dans le vif du sujet et de la concrétisation de cette idée, avec tes changements de cap, l'idée d'être à proximité de la rivière et puis aussi ton effet de surprise sur le premier grizzly que tu as été amené à rencontrer. Est-ce que ça a été quand même un moment exaltant, cette rencontre, ou est-ce que c'est la crainte ou la stupéfaction qui a dominé et qui te reste de cette première confrontation au réel de ces grizzlies et d'être à leur contact? Non, c'était dingue. Ah, c'était dingue. Puis en plus, c'était une femelle avec ses 3 petits. Donc c'était incroyable. Un grizzly, c'est bon, tu vois la puissance que ça dégage, quoi. Ça court, ça court à près de 65 km/h, ça nage mieux que leur manodo, ça grimpe aux arbres. Enfin, ça se fait pas chier à grimper aux arbres, ça fait tomber les arbres. Donc c'est un prédateur absolu, quoi. C'est exceptionnel. Puis c'est beau, c'est super beau. Et puis il y a des petits. Et donc t'es là et tu te dis ouais, incroyable. Et puis en même temps tu dis alors attends, il y a des petits et donc du coup c'est le truc le plus dangereux puisqu'il y a une mère avec ses petits. Et ouais, non, c'est un mélange d'excitation, d'émerveillement et de crainte aussi, hein, en même temps. Hein. Et donc là, quand tu croises ce premier grizzly, la consigne, c'est donc tu t'arrêtes et plutôt d'avoir tendance à reculer. Enfin, est-ce que là, tu es suspendu à eux, leur déplacement, pour un moment entrevoir un passage et l'opportunité de passer suffisamment loin d'eux pour être en sécurité? Ou est-ce que tu peux passer des minutes entières ou des heures entières à attendre qu'eux évoluent et s'éloignent de toi? Ou est-ce que toi, tu revois tes plans et puis tu adaptes ta trajectoire? Et ouais, c'est ce qui s'est passé. Alors, je les ai quand même observés assez longtemps, parce que j'étais, comme je te le dis, assez waouh, incroyable. Et c'est ce que j'étais venu chercher, en fait. C'est ce que j'étais venu chercher. Si ça tenait qu'à moi, je serais resté 4 heures, mais bon, j'avais que 4 jours pour faire toute la traversée. Mais du coup, en fait, tu changes ta route. Tu changes ta route. Ils te repèrent. Hein. Même si moi, au début, je me suis mis en buisson, j'ai commencé à prendre des photos, tout ça. Et en fait, elle m'a repéré, mais très, 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 très rapidement. Et dès qu'elle te repère, tu vois, qu'elle se lève un peu, qu'elle humecte, qu'elle regarde, là ok, c'est bon, ok, cool, je vais faire un détour. Et donc du coup tu fais un détour c'était dans l'île de la rivière, donc du coup je suis remonté dans la forêt et je suis passé loin, quoi, tu vois, 400-500 mètres, quoi.
La première nuit, ça a été une expérience particulièrement marquante, pour ne pas dire très éprouvante de ton aventure. Est-ce que tu peux nous en parler? T'as pas réussi à trouver le sommeil, même en comptant les grizzlies plutôt que les moutons? Alors, la première nuit, je fais la même chose que je fais tout le temps quand je suis face à ce genre de risque, c'est que je fais un périmètre avec des petites paracordes militaires. Je fais un double rayon, donc je mets ma tente. Déjà, il faut trouver l'endroit où mettre sa tente. Donc tu cherches un endroit qui est pas passant, qui surplombe un peu, où tu as quand même une visibilité, enfin tout ce qui est important pour un bivouac. Et je mets une paracorde militaire tout autour de ma tente. Vraiment, celle-là, elle est quasiment collée à ma tente. Et puis j'en mets une autre sur un rayon de 10-15 mètres autour de ma tente, sur laquelle je vais mettre des clochettes, en fait. Les clochettes qu'il y a sur mon sac, je les accroche autour de ma tente, sur la paracorde. Et voilà, donc je vais cuisiner, je vais ensuite manger à un autre endroit, et puis après, il y a le moment où il faut aller au lit, et puis je suis quand même crevé, parce que j'ai fait beaucoup de routes, il y a l'expédition en kayak, en canoë juste avant, et puis j'ai beaucoup marché aussi, et puis tu te poses au sol, tu cries un petit peu, t'écoutes ta musique à fond, voilà, pour qu'ils sachent bien que t'es là. T'as pas le droit de faire de feu, donc dans un parc national, donc t'as pas le droit de faire de feu. Et puis du coup, quand t'es au sol, il y a ce moment terrible où tu es réveillé par des vibrations ou par les clochettes. Avec le Un temps, moment qui est arrivé maintenant, très vite. un moment qui est arrivé très vite, qui est arrivé 1 heure et demie après m'être endormi peut-être. Euh, et puis avec le temps, en fait, t'apprends à faire la différence entre le vent, la petite clochette, pim, 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 et le brrrr, vraiment, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a passé le périmètre, quoi. Et ça, c'est beaucoup moins cool. C'est beaucoup moins cool parce que en fait, t'es juste protégé entre parenthèses par un bout de tissu, quoi. Un truc hyper fin. Tu sais pas ce que c'est. Tu vois, ça vibre, c'est fort, ça fait du bruit, mais tu sais pas si c'est un caribou. Enfin, les caribous, ils font pas ça. Tu sais pas si c'est un moose qui s'est perdu. Tu sais pas si c'est un grizzly. Ou si c'est un serial killer. Bon, il y en a pas trop là-bas. Euh, donc ouais, pas cool, pas cool, pas cool. Et du coup, je fais la technique que j'ai toujours fait durant mes expés. Même si t'es un très très gros grizzly, très énervé, très assoiffé de sang, tu prends l'intérieur de ta tente, des arceaux, et tu secoues dans tous les sens. Je suis en train de parler, je suis en train de faire les gestes là, c'est assez bizarre ce que je fais. Tu secoues tes arceaux dans tous les sens en fait, et en criant, en hurlant. Et ce que je disais, même si t'es un très très gros grizzly qui a très très faim, tu vois ça, C'est dissuasif. ouais, tu dis c'est quoi ce truc, ouais, ok, ça fait flipper, et tu t'en vas en général, donc ça marche. Et en fait, ça a été ce que j'ai dû faire tout le temps. Je faisais des micro-siestes de, je sais pas, ouais, 20, 30 minutes, allez, 45 minutes max, avant que ça recommence, quoi. Donc ouais, j'ai pas passé les meilleures nuits de ma vie, et au fur et à mesure des jours, j'étais de plus en plus crevé et atteint psychologiquement. T'as pas de moment où tu sens que t'es en sécurité, ou enfin, il y a pas de moment où tu sens qu'il faut pas être aux aguets. Et en fait, être aux aguets comme ça tout le temps, à un moment, je me suis dit putain, mais les mamans, tu vois, les mères qui ont un enfant, je comprends en fait leur stress, leur peur, parce que quand t'as un gamin qui est en jeune âge, il faut le surveiller tout le temps, tout le temps. Bon, il y a des moments où il dort, c'est le moment où vraiment tu dois souffler. Et moi, j'avais vraiment ce moment, j'attendais ce moment, quoi. Mais sauf qu'il est pas venu, quoi. Il est venu qu'à la fin de l'aventure, quoi. Ça n'aura pas traîné. Le deuxième jour va donner lieu à la rencontre que tu redoutes tant et la charge que tu n'as pas envie de voir et dont ont parlé les Rangers. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Donc le deuxième jour, du coup le premier jour et demi, ouais, il y a beaucoup de vent en fait ce jour-là, et je continue à crier, à siffler, à faire tout ça. Donc il faut imaginer que j'ai mon tonneau sous le bras gauche, mon sac à dos derrière, un petit sac à dos devant, donc qui m'empêche quand même un peu de respirer, et j'ai mon bear spray dans la main droite, et la caméra que j'alterne avec le bear spray pour filmer de temps en temps. Et puis j'arrive en haut de cette colline, et je vois cette mère avec ses deux petits, et contrairement aux autres, parce que il y a eu 2-3 moments où j'ai rencontré d'autres grizzlies là, le premier jour, mais ils étaient loin, et ils ont chargé 10-20 mètres, et puis juste pour me dire vas-y, va-t'en, quoi, t'es trop près. Et voilà, je voyais que c'était vraiment une charge où ils sont un peu mis sur les pattes arrière, ils ont humecté ils ont fait des mouvements, et voilà, ils me prévenaient. Tandis qu'elle, elle l'a pas pris une seule seconde en fait. Elle s'est retournée, elle m'a vu, et elle a couru directement sur moi. Et là, t'es pas bien, quoi.
t'es pas bien, donc tu prends le bear spray, tu enlèves le petit capuchon orange, tu tends le bras, t'essayes de voir si le vent est dans le bon sens, s'il est pas dans ton visage, et puis tu te rappelles de ce que le ranger te dit, entre 2 et 4 mètres, entre 2 et 4 mètres. Et t'as ce truc qui te court dessus, qui est immense, le sol qui fait qui tremble, les buissons et les épines qui sautent partout autour de lui quand il court vers toi. Là, on dirait que ça dure 10 minutes, ce que je te raconte, hein, mais ça dure 8 secondes, hein, même pas. Et toi, t'es là avec ton bras tendu et tu trembles, t'as le bras qui tremble dans tous les sens, et t'attends pour le gazer en te disant bon, bah, je suis mort, quoi. Voilà, je suis mort. Donc, assez horrible. Elle arrive je pense entre 2 et 4 mètres de moi, je gaze, j'ai la chance que le gaz aille directement sur elle. Et là, à ma très grande surprise, eh bien, elle s'arrête automatiquement. Enfin, elle s'arrête pas, elle détourne sa course et elle fait demi-tour et elle part. Et je pense que le gaz est très 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 puissant, hein, pour être honnête, puisque moi je me suis ensuite gratté la main pendant les 4 jours, mais ça me démangeait, puisque j'en ai eu un petit peu sur la main. Donc j'imagine pas dans les yeux et dans le nez, la pauvre. Enfin bon, c'était elle ou moi. Et elle s'en va et elle part avec ses petits. Et puis moi je la vois, elle part, voilà. Et moi comme ça, pendant 10 minutes, j'ai toujours le bras tendu, comme si elle était toujours là. Et je suis en état de choc en fait. Hein, je suis en état de ok. Et voilà. Et c'était un moment pas très cool à vivre. C'est le moment quoi. où tu as eu le plus peur pour ta vie de toutes les aventures que tu as vécues jusqu'ici. Est-ce que c'est le moment où tu te dis ça y est, c'est peut-être mon heure? Alors, c'est définitivement dans le top 3. Et clairement, je me suis clairement dit, c'est mon heure. Ouais, clairement. En fait, je me suis dit, le truc là, le gaz là, moi je me suis déjà fait gazer dans les manifs et tout, c'est bon, c'est pas un truc qui m'arrête, bon, t'as mal, mais bon, c'est pas le petit gaz là qui va arrêter le monstre qui est en train de me courir dessus. Puis même quand je vais la gazer, elle va continuer avec l'élan, elle va arriver sur moi, et puis elle va être encore plus énervée. En fait, t'as plein de trucs qui te passent dans la tête, tu vois. Et en fait, non, j'étais très 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 agréablement surpris par l'efficacité du truc, quoi. J'avais parlé avec un ranger qui m'a dit, si t'as un fusil à pompe ou un énorme fusil, le grizzly il te court dessus, tu lui tires 1 balle, 2 balles, 3 balles, à moins que tu lui tires dans la tête. En fait, ça va pas l'arrêter, il va être blessé, il va être encore plus énervé, et il va venir, il va te déchirer, puis après, 10 minutes après, il va mourir dans son coin. Et en fait, il me disait que le bear spray, c'était plus efficace que le fusil, quoi. Et en fait, en l'occurrence, ouais, toujours. Une des conséquences de cette rencontre, c'est aussi donc que tu te retrouves avec un caleçon mouillé. Ton bear spray, un caleçon mouillé. Et puis ton bear spray qui est à moitié vide et qui te reste encore un sacré bout de chemin, donc tu peux pas te permettre de revivre ces situations-là non plus 5 fois sur la suite du parcours. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour toi aussi? C'est une source d'inquiétude terrible, parce que je sens que la bouteille elle est plus légère. Et honnêtement, j'ai pas l'impression non plus d'avoir appuyé comme un taré. Je me dis putain, waouh, ok, je peux pas revivre ça. Là, j'hésite, hein. J'hésite pendant longtemps à arrêter. Je vois un espèce de gros rocher, un truc qui fait peut-être 30 mètres de haut, c'est le truc improbable, tu sais pas ce qu'il fait ici. Et je me dis, ok, vas-y, marche. Là, je me mets vraiment en mode, ok, cerveau déconnecté, on y va, je marche à fond sur ce rocher-là, et on réfléchira à ce qui vient de se passer là-bas. Donc je vais sur ce rocher. Je me pose sur ce rocher, j'escalade le rocher, le sac à dos, tout ça. Je me pose, et en fait, c'est le seul moment où je me suis dit, ok, c'est génial. Là, je suis en sécurité. Là, c'est trop bien. Je surplombe, je peux regarder, voir au loin ce qui se passe. Aucun ours va monter là sur ce rocher, c'est impossible. Et là, j'ai eu ce sentiment dont je te parlais vraiment, j'ai tout relâché. Et là, je me dis, ok, Anthony, ce qui vient de t'arriver, c'était pas cool du tout. T'as pas du tout envie que ça t'arrive. Je pense que là, c'est le moment où tu vas essayer de remarcher jusqu'à la route, et puis attendre, faire du stop, attendre, mettre la tente là-bas sur la route et attendre pour rentrer, quoi. Ouais, c'est la bonne chose à faire, je pense. Les journées continuent de se suivre. Tu as d'autres rencontres avec des grizzlies. La deuxième nuit s'avère du même acabit que la première. Donc, tu es toujours, ce que tu nous disais, sous tension constante c'est extrêmement éprouvant pour toi. Tu arrives quand même à vivre un autre moment magique après ce moment sur le rocher, au milieu d'un troupeau de caribous. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là et le bien que ça t'a fait? Alors, en plus des paysages, parce que bon, là je me plains,
mais je suis quand même dans un endroit qui est exceptionnel, les paysages sont incroyables, les montagnes sont superbes, les animaux sont superbes, je croise des mousses, je croise des caribous, et puis en fait, je remarque que les caribous, bon, je sais pas si c'est un rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ils ont pas trop peur de moi, ils sont plutôt, déjà très très beaux, et puis ils sont plutôt très cool. Et comme j'en ai marre de chanter ma chanson en boucle, et ben je commence à parler. On dirait que je suis parti depuis 3 mois. Hein, là, on est juste au 3e jour. Hein. Je commence à leur parler, et en fait, ça me rassure de leur parler. Je dis alors mes potos, alors les caries. Je sais plus ce que je leur raconte, tu vois. Mes boubous, je crois que je les appelle. Je sais pas. J'ai une vidéo, il faudra que je regarde ça. Et je leur parle, et en fait, je les suis. Et je les suis parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un grizzly qui est dans le coin, eux, ils s'arrêtent et ils regardent. Ils sont en mode, ok, on regarde. Et en fait, pour moi, c'est le signe, je me dis que eux, ils ont un sens plus développé que moi, et que ils vont un peu m'avertir, quoi. Et donc, à chaque fois qu'il y a des caribous, j'en ai croisé des troupeaux, peut-être 2 ou 3 hein, sur tout le trajet, et ben, quitte à faire un petit détour, j'essaye d'aller avec eux, de m'approcher. Alors, je suis pas au milieu du troupeau, hein, je suis à 50, 100 mètres, tu vois. Mais le fait de marcher avec eux, ouais, ça me rassure, et je me sens bien avec eux. Et puis c'est assez magique, quoi. C'est assez magique aussi. T'as le paysage, t'as le Denali, t'as le caribou, voilà, c'est assez cool. C'est assez cool. Beaucoup plus cool qu'un autre animal, donc je ne t'ai pas parlé, qui est un espèce de dindon qui se cache dans les buissons. Et la spécialité de ce truc-là, que je déteste, c'est de s'envoler quand tu es à 50 centimètres de lui, en poussant un cri de taré. Et donc, je sais pas combien de fois ils m'ont fait ça, et j'étais à 2 doigts de faire un arrêt cardiaque, mais eux là, vraiment, je les aime pas. Non. Donc, ouais, à la basket chinoise, ce serait pas l'animal que tu citerais comme. Non, un ce animal, serait plus ce serait pas cette l'animal espèce que de j'ai pintade. envie de bouffer là, tu vois. Là, voilà. On approche de la fin de l'aventure, donc à nouveau rythmé par toutes ces rencontres et sur le fait que tu sois sur le qui-vive. Comment est-ce que tu vis les dernières heures de cette aventure ? Est-ce que tu es vraiment là à compter chaque centaine de mètres, même si tu n'as pas d'idée forcément très précise de là où tu es, mais est-ce que tu es vraiment au bout de ta vie et qu'il faut vraiment que ça s'arrête, ou est-ce que tu arrives à avoir le sentiment de toucher au but et que ça t'apporte quand même un sentiment d'apaisement et que tu te dis que finalement peut-être le plus difficile est derrière toi ? Est-ce que tu arrives à profiter pleinement de ces dernières heures ? Alors, comme je te le disais, je me suis mis vraiment en mode on verra plus tard. T'as des blessures, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que je marche pas sur un chemin. Il y a pas de chemin. T'as des espèces de petits marais. Alors c'est pas des marais, mais c'est une espèce de mousse où tu t'enfonces. Tous les buissons qui font 1 mètre 30, ils ont plein d'épines. Je suis coupé de partout. Je suis pas au top, quoi. Je suis vraiment crevé de chez crevé, mais je me mets en mode avance, en mode vraiment bulldozer. Vas-y, avance, avance, avance. J'ai plus envie d'arriver pour ce que je te dis, ce que je répète, hein, le côté psychologique. Alors oui, je marche beaucoup tous les jours, je suis vraiment crevé et je marche, j'ai pas 15 heures par jour comme je te le disais, mais c'est plus le côté, ok, vas-y, j'ai envie d'arriver là-bas. Je sais que là-bas, au bout de la route, il y a un truc, un tourist center, un centre pour les touristes, et j'ai envie d'arriver là-bas. Et j'imagine dans ma tête qu'il y a une machine à distribuer, tu vois, je sais pas, du Canada Dry, du Pepsi, je sais pas quoi, et c'est vraiment le truc que je me dis, allez, vas-y, arrive. J'ai envie d'arriver. Ouais, pour être honnête. Autant il y a des expéditions où t'es cool et t'as envie d'en profiter. Là, j'avais envie d'arriver. Le fait de pas dormir, le fait de pas trop manger non plus, du coup, aussi. J'étais pas au top psychologiquement plus que physiquement. Comment est-ce que tu vis cette reconnexion au réel, justement, après ces 151 km qui sont derrière toi, et le moment où tu arrives au Visitor Center? Est-ce Eh qu'il y a pas bien, trop de friction? il y a que des gros Américains qui parlent très fort et qui mangent des gros paquets de chips, et j'ai envie de leur demander s'ils peuvent m'en donner. Donc c'est pas forcément un super retour à la réalité. Il n'y a pas cette machine que j'ai rêvé qui m'aurait distribué mon Coca Cherry là, tu vois. Il y a pas. Donc ouais, le retour c'est le retour, comme à chaque fois que je rentre d'expé, quoi. À chaque fois que t'atterris, Charles de Gaulle. T'avais rendez-vous Ouais. avec les Rangers? Vous étiez censé vous J'ai retrouver, pas c'est de ça? rendez-vous parce qu'en fait, c'est le lieu du point d'extraction qu'on a déterminé, mais j'ai pas de rendez-vous précis, un horaire précis, parce que moi-même je savais pas combien de temps ça allait me prendre et à quelle heure j'allais arriver. Mais je sais qu'il y a 2-3 bus par jour, puisque t'es quand même à 6-7 heures hein, de l'entrée en bus pour rentrer, qui partent, et voilà. Et puis je me dis qu'au pire, je mets ma tente et puis je prends le lendemain et puis je roulerai plus vite sur le retour, quoi. Mais ce qui me marque moi vraiment particulièrement, c'est quand je monte dans le bus, vraiment
au moment où je m'assois, donc il y a plein de gens autour, ils me disent: «Ah, racontez-nous», moi j'ai pas envie de leur parler, OK, après, je leur dis. Au moment où les portes du bus se ferment, vraiment, où j'ai ce sentiment de: «Ça y est, c'est bon, là, tu es en sécurité. C'est bon, maintenant tranquille, il y a pas d'ours qui va attaquer, qui va carjacker le chauffeur, tranquille». Heu, 1 minute 30 max après, mon corps se relâche. Tout mon corps se relâche et là, vraiment, je m'endors, mais en 2 minutes, quoi. Vraiment, je m'endors en 2 minutes et je sens que, bah, j'avais pris sur moi, quoi, et que là, c'est le moment où voilà, T'étais au bout. ouais. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette aventure? Alors a posteriori, je pense que c'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil que je connais, hein, j'ai l'habitude dans les expéditions et j'arrive à prendre sur moi sur quelques jours. Mais là, c'est le manque de sommeil, que je devais, lier à cette crainte permanente, et être aux aguets et devoir surveiller. Ça, c'était vraiment quelque chose, que j'avais pas connu depuis très, très longtemps et qui était assez compliqué, voire très compliqué, ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment si un jour tu devais te relancer sur cette traversée? Hem, je pense peut-être que je partirais avec quelqu'un, pour être honnête. Je pense que c'est l'une des rares fois où je partirais avec quelqu'un pour, tu vois, le truc con, c'est par exemple, sur le Yukon, quand j'allais pisser, mon pote surveillait et juste le fait d'avoir quelqu'un qui, tu vois, 10 secondes, 15 secondes prend le relais, bah, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Donc je pense que je partirais peut-être avec quelqu'un pour le profiter encore plus à 2 et aussi, bah, je partirais avec un vrai sac à dos. Un vrai sac à dos avec des chaussures de randonnée, avec de la nourriture lyophilisée, avec, voilà, des choses, plus adaptées, on va dire. Voilà. Avec un duvet plus chaud, enfin voilà, des choses plus adaptées, ouais. Est-ce que cette aventure, elle t'a appris des choses sur toi? Hem, Bah, à chaque fois je reviens d'une aventure, et c'est ce que je dis aussi dans mes stages survie à chaque fois aux gens qui viennent participer, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense et surtout ce que l'on nous a laissé penser, sans être non plus, suicidaire, mais on peut faire des choses vraiment extrêmes et aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait en tête. Moi, quand je suis parti, je me suis dit: «Attends Anthony, là, tu pars de Whitehorse, tu es crevé. Tu viens de passer 3 semaines sur la rivière, tu es crevé. Là, tu vas rouler 3 jours de voiture, tu vas arriver, tu vas marcher 4 jours, 30-40 kilomètres par jour et ensuite tu vas devoir reconduire, c'est pas possible. Franchement, c'est impossible, tu es vraiment débile de le faire». Et bah, en fait, si je l'ai fait. Alors j'étais pas dans un super état, mais je l'ai fait, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait, à chaque fois tu reviens, alors faut pas non plus se dire qu'on est, indestructible et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais tu reviens avec une petite fierté de se dire: «OK, ben voilà, on t'a dit que c'était pas possible, les rangers t'ont dit que t'allais te faire bouffer, les rangers t'ont dit que c'était chaud, tout ça», et en fait, bah, tu l'as fait, quoi. S'il n'y en avait qu'une question impossible, quelle est l'image que tu retiendrais de cette aventure? C'est la charge? Oh. Ouais, c'est clairement la charge. Et tu sais que là, même 2 ans après, pas te dire j'en rêve toutes les nuits, mais tu vois, quand je fais des cauchemars, que bon, je mange une grosse raclette ou j'ai un peu bu ou des choses comme ça, le truc qui vient, en ce moment-là, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal la femelle qui charge, ouais. Ouais, Un ouais, traumatisme clairement. encore présent. Ouais, pas un traumatisme, mais vraiment un moment d'intensité, level 12, sur 10 sur l'échelle d'intensité, quoi. Merci beaucoup Anthony. On va parler rapidement maintenant de ton avenir. Donc voilà, je sais que certains de tes projets à venir sont sous le sceau du secret. Est-ce que tu peux malgré tout nous dire un peu des choses sur ce qui t'attend pour l'année 2022 ou c'est pas encore tout à fait certain et donc Alors, bah, c'est la même chose, hein, c'est que tout a été annulé en 2020, 2021 c'était compliqué aussi, avec le Covid, donc il y a normalement 2 voire 3 belles expéditions que j'aimerais faire à l'étranger, repartir un peu à l'étranger, qui vont être, à pied. Attends, laisse-moi regarder, à pied et oui, il y aura 2 à pied, dans des très, très, très beaux cadres, à l'étranger. Voilà, je préfère ne pas dire où, heu, pour l'instant. on élimine la Creuse donc. On élimine la Creuse malheureusement, on élimine la Creuse, mais ouais, ouais, un peu plus, différent de la Creuse et puis toujours mes stages, survie, dépassement de soi, qui reprennent. Donc là, il y a les stages hivernaux qui reprennent fin janvier, février, mars et puis après, mai, juin, juillet, août, tout l'été, les stages à nouveau, de dépassement de soi qui sont déjà quasiment presque tous complets. Donc très cool, très, très cool, je suis très content.
Est-ce que tu as des collaborateurs qui se déguisent en grizzly pour aller tester un petit peu la résistance de tes stagiaires ou pas sur J'ai le mode pas de survie? collaborateurs qui se déguisent en grizzly, mais on pourrait y penser. Par contre, l'été dernier, on a vu une trace, parce que j'en fais beaucoup en Andorre, on a vu une trace d'ours, pas de grizzly, mais d'ours qui était très très proche de l'endroit où on avait dormi la nuit. On avait fait le bivouac. Donc voilà, ils sont là. À plus long terme, Anthony, est-ce que tu as un défi, un rêve absolu d'aventure que tu aurais en tête d'accomplir, ou c'est encore dans ta petite boîte secrète, ou est-ce que tu as en tête ce qui serait ton aventure absolue? Il y en a beaucoup. J'aimerais beaucoup aller en Antarctique. J'aimerais beaucoup aller en Antarctique, qui est le seul continent que j'ai pas fait et qui semble être incroyable. Mais après, oui, il y a d'autres traversées que j'aimerais beaucoup faire parce que elles m'ont fait rêver, notamment aux États-Unis. Un petit peu à la Forrest Gump. Voilà, il y en a quelques-unes qui me font pas mal rêver là-bas. Et puis forcément en Afrique, il y a des endroits où j'aimerais énormément retourner, qui sont malheureusement géopolitiquement assez compliqués. Hein, tout ce qui est Somalie, tout ce qui est Éthiopie, tout ce qui est Sud-Soudan, même l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, il y a toujours. C'est ce qui me fait vivre en fait, d'avoir toujours des projets. Donc je suis très content. Voilà. A contrario, est-ce qu'il y a des choses que tu te refuses absolument de faire? Est-ce qu'il y a des zones ou des contextes sur lesquels tu n'as pas envie d'aller et qui te paraissent hors de portée ou qui, toi, te conviennent pas? Bah, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis pas allé forcément jusqu'à présent en Antarctique, c'est que c'est un continent qui est préservé et j'ai pas spécialement envie de prendre je sais pas combien d'avions pour y aller, ou de prendre un gros bateau qui pollue, ou d'aller l'Antarctique ou ailleurs, d'aller dans des zones qui sont complètement vierges et avec mon passage de laisser une empreinte qui soit pas forcément top. Alors je la minimise toujours parce que je suis non motorisé, mais voilà, j'essaye j'essaie d'aller dans des endroits où quand je repars, l'endroit est de la même manière, voire peut-être un petit peu plus propre parce que j'aurais ramassé les déchets ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de pas forcément poster les lieux où je vais sur les réseaux sociaux non plus, pour éviter que ça devienne un endroit trop touristique non plus, quoi. Je te propose de conclure cet épisode, Anthony, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce qu'il y a une devise qui illustrerait ta philosophie de vie que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs? Ben écoute, oui, il y en a une que je commence souvent mes conférences avec cette devise, c'est on a tous 2 vies, et la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une. J'ai cru que tu allais dire on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ça rappelle aussi une chanson que j'avais en tête. Ah, je viens de dire un truc super profond et tout, et là, ça y est, tu t'arrives avec Johnny, quoi. Oh là là. Non, mais c'est un motto, effectivement, riche de sens. Mais je trouve qu'elle a surtout beaucoup de sens vraiment par rapport à mon parcours, moi, où quand j'ai décidé de changer vraiment de vie et de faire ce qui me faisait rêver et ce qui m'animait quand j'étais gamin, et ben ma vraie vie a commencé là. Donc c'est pour ça que je la cite, parce qu'elle a beaucoup de sens. Ouais. Merci beaucoup, Anthony. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Avant qu'on se quitte, il faut quand même que j'apporte la réponse à la question que tu m'as posée tout à l'heure. J'ai un peu triché, j'ai regardé très rapidement sur Google. Donc, une grenouille des bois, ça vit 4 à 5 ans. Voilà. Si tout le monde se posait la question, je pense, depuis une demi-heure. Ouais. Je pense que les gens n'ont absolument pas écouté tout ce que j'ai dit. Ils étaient en mode grenouille, hein, sur tout le truc. Merci en tout cas de nous avoir permis de vivre avec toi cette expérience qui a été sous haute tension au cœur de l'Alaska. Je suis très heureux qu'on ait pu faire ce petit pas de côté dans la ligne éditoriale de Course Épique pour faire découvrir à nos auditeurs ton histoire et puis cette expérience qui a été très marquante de ta vie, on l'aura compris. Merci beaucoup de l'avoir partagé aussi sans faux semblant, en mettant à jour à la pleine réalité des émotions que tu as vécues à cette occasion. Je te souhaite de poursuivre sur cette belle route qui est la tienne et puis de t'accomplir pleinement dans la réalisation de tous les projets d'aventure qui s'offriront à toi dans les mois et années à venir. On a compris qu'il y en aurait un certain nombre. Et puis à plus court terme, je te souhaite de très belles et heureuses fêtes de fin d'année auprès des tiens. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Et c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Et puis, j'espère à très bientôt pour un jogging en montagne, pas sur du plat. Hein, tu l'auras compris. Compte sur moi. J'arrive. Allez, bonne Salut fête. Anthony, merci. Bonne fête à toi. À bientôt. Ciao. Ciao. What's going on? Tu vois cette chanson-là? Tu la vois ou tu la vois pas? C'est bon? Ah, cool. J'ai pas besoin de chanter plus.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.